Franc-parler. Ici, Radio Cotonou, 10h32. C'est bien sûr Franc-parler qui est à droite cité, qui s'installe chez vous et autour de vous. La société dahoméenne qui a existé du XVIIe au XIXe siècle est perçue de nos jours sous le prisme de ces célèbres guerrières, les Amazones du Dahomey, encore appelées Agodié, un groupe emblématique qui constitue un exemple fascinant de l'implication des femmes dans les sphères militaires et politiques, à une époque où, dans de nombreuses autres cultures, ces rôles étaient réservés aux hommes. Comment appréhender ce contraste dans une société dahoméenne à connotation féodale? Eh bien, la réponse serait contenue, bien évidemment, dans ce numéro de Franc-parler qui aborde la femme dans la société dahoméenne précoloniale, cas des Amazones. Et pour décortiquer cette thématique, je reçois pour vous Tiburce Adagbe, écrivain, homme de culture, auteur de la bande dessinée Tata Adjatche. Bonjour Tiburce Adagbe. Bonjour Loris. Et bonjour Douin. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cotonou. Et merci de votre disponibilité, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce moment d'histoire, je dirais. Alors, pour nous installer chez vous et autour de vous, c'est bien Ghislain Agbangba qui s'occupe des nombreux boutons juste en face de moi, séparés par un double rideau de glace appelée baie vitrée. Et pour notre présence sur les différentes plateformes digitales, Job Tikbe assure le cadrage. En direct, je suis Loris Freddy Davo. Et pour commencer ce numéro exceptionnel, je dirais, de franc-parler, je dirais, ce moment d'histoire, ce grand moment de radio avec vous, Néné, homme de lettres, journaliste, bien évidemment. Je ne sais si j'aurai les concepts adéquats qu'il faut pour définir celui que j'ai en face de moi. Je préfère, bien évidemment, à l'entame, en guise de question qui n'est pas contenu dans cette émission, que vous-même, vous définissiez aux amis auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou. Ah mais là c'est une question colle, hein, parce que généralement j'ai ce problème même oui. Quand mes enfants viennent de l'école, dit que l'instituteur a demandé à chaque enfant de dire ce que son papa fait. C'est incroyable. J'ai jamais réussi à leur dire réellement ce que je fais. En fait, c'est ça. Je suis un touche à tout. Je suis d'esprit curieux. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, je ferai encore quelque chose d'autre peut-être demain. Pourquoi pas? J'ai été journaliste, donc de façon très opérationnelle. Oui. Au début des années, je pourrais dire 2000. Bon, ensuite, j'ai fait mon expérience dans la vie publique à la présidence de la République en tant que conseiller à la communication du président Mouniaï de 2006 à 2011. Et ensuite, je suis parti, j'ai été éditeur, parce que je suis un passionné de livres et tout. Ensuite, je suis actuellement dans l'écriture. Je suis dans la consultation. Je suis dans la consultation de communication politique. Et je suis un passionné de culture et d'histoire. Vous voyez quand même que c'est un exercice tout aussi délicat. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que je ne saurais réussir mieux que vous. C'est ça, c'est ça. Tiburce Adagbe, à nouveau, merci pour votre disponibilité, merci pour votre sens d'humilité, merci de nous avoir accordé ce moment d'histoire. Alors, c'est qui Tata Adjatche? Je redis... ça aussi, c'est une question commune. Oui, non, je redis un bonjour à tous vos auditeurs. Après la longue présentation de moi-même que j'ai eu à faire, c'est pas simple. Et donc, Tata Adjatche, c'est une BD. C'est une bande dessinée inspirée de l'histoire vraie d'une Amazone du Dahomey, donc d'une Amazone du roi Glélé,
Son histoire m'a inspiré parce que cette Amazone a eu un parcours exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle a parcouru, je dirais, de façon verticale toutes les échelles de la société dahoméenne de l'époque. D'abord, elle est partie de très bas, captive de guerre. Ensuite, récupérée et éduquée comme Amazone. Ah oui. Donc, elle devient Amazone. Donc, elle monte d'un grade. Ensuite, elle devient très comment on appelle, impliquée, très remarquable sur les champs de bataille et tout. Et pour avoir tenu un défi, pour avoir relevé un défi qu'elle s'est lancé devant le roi avec beaucoup d'audace, à la veille d'une campagne militaire. Elle a été d'abord décorée, elle a reçu tous les honneurs liés à ce genre d'exploit. Et par la suite, c'est là que ça devient particulier son cas. Elle a eu les faveurs du roi. Elle a eu les faveurs du roi. Et puis elle a conçu. Donc elle est devenue épouse de roi. Ah oui. Donc c'est en cela que l'histoire m'a intéressé, parce que ça permet de parcourir dans le sens de la montée vers le haut, l'ascenseur social. Au temps de l'ancien royaume du Dahomey. Et pour une femme, c'est le sommet. Le sommet, c'est être une Je me suis posé la question sans même avoir lu l'ouvrage. Je me suis dit que ce ne serait pas un choix anodin d'avoir porté votre choix sur, permettez la répétition, sur Tata Diathie. Encore que l'une des plus visibles dont on a souvent entendu parler, c'est Tassi Hangbe, dont on en sait aussi très peu. Je vous fais... Non, mais déjà pour la petite précision, Tassi Hangbe, c'est une autre portée, vous voyez, parce que Tassi Hangbe, c'était déjà la fille de son père, donc la fille du fondateur du royaume, la fille du roi Arohuigbadia. C'était déjà une princesse. Donc c'est pas vraiment, il n'y a pas l'effet d'ascenseur social, ne se trouve pas dans l'histoire de Tassi Hangbe. C'est là la grosse différence. Oui, Tassi Hangbe, elle est fille du roi. Ok. Et elle est sœur jumelle de roi. Vous voyez déjà. Donc elle est sœur jumelle du roi Akaba. Et qu'elle a remplacé quand celui-ci est décédé de façon subite de variole. D'accord. Et donc elle est pour la première fois donc une femme est montée sur le trône de Ruigbadia. Oui. Et donc quand même le lien entre elle et les Amazones existe quand même, parce que c'est à partir d'elle que des femmes que son défunt père, le fondateur Ruigbadia, avait organisé un régiment de chassuresses d'éléphants, qu'on appelait en fond les Gbito. Et donc ça, c'était à cette étape que ces femmes étaient quand Tassi Hangbe est montée au trône, mais elle en a fait des guerrières. Ah oui. Donc il y a une progression. Ensuite, les rois qui ont suivi, son petit frère Gadia organisera davantage. D'ailleurs, on va peut-être en parler. Gadia, c'est ce qu'on appelle le roi conquérant. Donc c'est le roi qui a le plus fait de conquêtes et qui a d'ailleurs étendu le royaume jusqu'à la côte maritime et tout. Donc Tassi Hangbe, c'est une reine, c'est une princesse, c'est, je peux dire, une femme précurseur de ce que nous avons connu plus tard comme Amazone. Ah oui, ça se comprend, mais Tata Diathie, rien ne l'a prédestiné à ce parcours. Voilà. C'est la différence. C'est la différence. Merci pour cette précision. Merci. On va en apprendre davantage sur cette Amazone au parcours singulier à travers ce numéro de franc-parler. Quel rôle, selon vous, jouaient les Amazones de Tibiu Sadagbe dans la structure militaire du royaume de Dahomey? Je commençais même déjà par en parler tantôt. Au temps du fondateur du royaume, à Ruigbadia, les femmes étaient organisées pour la chasse. Ah oui. Ça, c'était le début. C'était le début, et c'était on appelait les femmes chassuresses.
les Gbétor, qui d'ailleurs, ce souvenir sera perpétué jusqu'à la fin du 19e siècle. Dans le régiment des Amazones, il y aura toujours le corps des Gbétor, même si désormais, elles font plutôt la guerre. Donc lui, il avait organisé les femmes, mais ensuite, sa fille, Tassi Hangbe, en a fait des guerrières. Ah oui. Donc, elles épaulent les hommes, les soldats, les militaires, les hommes sur le champ de bataille. Mais il faut dire que le rôle, je pourrais dire, basique des Amazones, c'était d'abord la sécurité du roi. Ah oui. Au départ, c'était pas pour aller à la guerre, c'était la sécurité du roi. Donc, les femmes étant jugées beaucoup plus empathiques, cette énergie est plus maternelle. Vous voyez, cette énergie a été utilisée par les rois d'Abomey pour en faire les derniers remparts. Donc, c'est par elle qu'il faut passer quand tu as franchi toutes les étapes pour atteindre le roi. Il faut maintenant affronter les Amazones. Donc, au départ, les Amazones, c'était la garde royale. Et avec le roi Agadia, qui a réorganisé parce qu'il avait besoin, pour toutes les conquêtes qu'il avait à faire, il avait besoin d'effectifs. Donc lui, il a commencé de plus en plus à envoyer les Amazones, qui étaient au départ sa garde personnelle, les envoyer sur le champ de bataille. Donc, c'est à Agadia qu'on doit réellement ça. Même si c'est institutionnalisé. Voilà, c'est Agadia qui en a fait vraiment des militaires. Et parce que du temps de Tassi Hangbe, je pourrais dire que c'est une expérience encore embryonnaire. Et donc c'est comme ça que ça a évolué. Et du temps de Agadia, les premiers fusils sont apparus dans le royaume. Parce que dès qu'il a pris Alada, Savi et Ouida, le contact direct donc avec les Européens, les marchands européens ont permis au royaume de commencer par se doter de fusils. Donc à partir du moment où le royaume a commencé par s'organiser, par se moderniser en termes d'équipement, ça a énormément déteint sur la formation des Amazones, qui sont devenus de vrais professionnels de l'armée. Oui. Ah oui. Merci pour ces précisions. Il y a de quoi prendre note, hein, voilà, pour les jeunes à la maison. Mais comment la société dahoméenne explique-t-elle, je dirais, l'existence et l'importance d'une armée exclusivement féminine? Puisque je laisse souffler l'entame, vous savez, la société dahoméenne, c'est pas celle qui accordait une place de choix à la femme. Oui, mais à ce niveau de la société. Mais c'est une erreur de perception qu'on a en fait, parce que oui, dans la réalité, je pourrais dire scientifique, hein, de la réalité historique et tout, le royaume du Dahomey a été fondé par des gens dont l'histoire a commencé par une femme. Ah oui, dites-nous tout. La princesse Alibono, on a tous appris ça au cours primaire et tout. Donc, les Agasouvi sont des descendants de la princesse Alibono, partis de Tado après les incidents avec le chef de Tado. Ils sont partis avec les reliques de leurs parents et tout. Donc, ils sont partis avec les reliques de Agassou. Le Agassou qui est issu de la relation entre la princesse, enfin Alibono, princesse Alibono, et une panthère. Ah oui. Ça, c'est ça la légende fondatrice, un peu comme Rome. C'est exactement ça. Elle a dit la dynastie des empereurs de Rome. C'est parti aussi d'une histoire de panthère qui a eu une intimité avec une femme. Donc ça a donné cette race ou cette lignée de gens qui sont un peu démiurges, vous voyez, un peu hommes, un peu étranges et tout. Donc quand vous dites Agasouvi, c'est que vous parlez déjà d'abord indirectement de Alibono, la princesse. Donc ça,
c'est déjà le point de départ sur lequel il faudra après bâtir toute l'histoire. Tout est parti d'une femme. Parce que ce qui a été visible, ce qui était tangible, c'est la princesse Aligbono. Ben, la panthère, personne ne l'a jamais vue. C'est vrai. Donc c'est une construction à laquelle vous croyez ou vous ne croyez pas, mais Aligbono a existé. Donc ce qui les unit tous est parti de la princesse Aligbono. Donc tout est parti de la femme. Enfin, vous n'imaginez pas que dans une société comme ça, on vient de dire que la femme n'est rien du tout et tout. Et d'ailleurs, je vais vous préciser que la société dahoméenne précoloniale était organisée comme toutes les autres sociétés en strates. Bien sûr. Donc il n'y a pas de mystère. Il y a au bas de l'échelle, vous avez les esclaves. Les esclaves, les enfants, on dit les canoumons. C'est-à-dire que ceux qui sont enchaînés. En fait. Donc, il y avait l'esclavage, ça c'était même avant la traite négrière, qu'il ne faut pas confondre avec l'esclavage, deux choses très différentes. Donc, il y a les esclaves qui s'occupaient des travaux domestiques de champs et tout et tout. Donc, on appelle ça l'esclavage domestique. Ah oui. Après ça, quand vous montez d'échelon, vous avez les roturiers. Les roturiers, c'est eux qu'on appelle les anatos. Aujourd'hui, on dirait des citoyens. Ça, c'est des citoyens libres. Ordinaires. Ils ne sont pas princes, ils ne sont pas esclaves. Ils sont des citoyens avec des droits et des devoirs. Au-dessus d'eux, vous avez maintenant la classe des Aladahon, qui sont les Agasouvi, c'est ceux qui sont venus de Tado, après l'escale à Alada, à Wegbo, à Huawei et tout. Donc c'est la classe dirigeante. La classe dirigeante, c'est là que vous avez les princes. Et les princes, vous en avez en homme et en femme. Bien évidemment. Donc vous comprenez bien que si les princes sont des privilèges dans la société dahoméenne, c'est que les princesses en ont également. Donc dire que c'est une société patriarcale, je peux dire patriarcale, oui, mais pas misogyne. Certes, je partage votre lecture, mais rien qu'à prendre l'exemple de ces princes et princesses, ces privilèges n'auront pas les mêmes connotations. Parce que naturellement, la princesse ne pourra jamais hériter du trône. Non, mais attendez, mais on parle de Tassi Hangbe. C'est arrivé, même si je vous donne raison, on connaît bien la suite. Elle a été... Elle a enfin n'est pas allée au bout. Avec les problèmes qu'on sait qu'elle a eu avec la cour et qui ont amené son jeune frère Dosso Agadia à lui succéder. C'est vrai qu'après l'épisode ou la parenté de Tassi Hangbe, on n'en a plus eu qu'il soit reine. Mais attention, parce que l'organisation politique de la royauté à Abomey, en fait, le roi, contrairement aux apparences, n'avait pas un pouvoir absolu. Tout ne dépendait pas du roi. Mais ça a été conçu. Les structures, les institutions ont été conçues pour donner cette impression. Parce que vous voyez, le roi, il a une mère qui généralement est vivante. C'est elle qu'on appelle la Podito. Naïk Podito. Podito, ça veut dire la mère de la panthère. On fait encore allusion à la panthère de Agassou. Voilà. Et elle est considérée pratiquement comme quand on installe le trône du roi, on installe le trône de sa mère à côté. Donc sur la même ligne. C'est déjà différent. Donc l'organisation politique et institutionnelle du royaume d'Abomey commençait déjà par mettre dans la tête du roi qu'il a beau avoir n'importe quel type de pouvoir, il dépend d'une femme. C'est vrai. Il est descendu d'une femme. Ça, c'est des éléments dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, hélas. Mais quand on vous dit Naye à Drou, Naye à Donon, Naye à Rwandile, Naye à Gontimé,
Naé... Je rappelle là que vous citez pêle-mêle des mères des anciens rois. Des mères des anciens rois. Mais elles sont, dans la tradition, font de façon générale. Et peut-être plus spécifiquement, la tradition royale, un roi se réincarne, en fait. Se réincarne dans la descendance, dans sa descendance. Oui. Donc, il y a la réincarnation et il y a la possession. C'est-à-dire, il y a l'esprit du roi qui descend sur quelqu'un de sa descendance, peut-être un siècle plus tard, lors de cérémonies coutumières et tout. Et cette personne se manifeste et comme s'il était le roi, s'il était ce type de roi. Et vous allez bien voir que il y a des noms de famille que vous entendez et qui peut-être peut ne rien vous dire si vous ne faites pas attention à cette histoire. Vous avez par exemple dans le royaume des fonds qui s'appelle Akabasi par exemple. Alors, ça vous dit quelque chose? Quand on sait qu'il y a eu un roi qui s'appelle Akaba. Oui, le si là, ça veut dire adepte. D'accord. Oui, enfin, il faut prendre ça dans le sens de adepte. Celui sur qui se manifeste. Oui. Ainsi de suite, vous prenez les autres, Gézosi. Il y a des familles Gézosi. Vous voyez? Et donc, ça a été conçu de telle sorte que le mâle est toujours avec la femelle. Vous voyez, c'est-à-dire il y a le respect de la dualité. Voilà, il n'y a pas un homme hyper puissant qui puisse à lui seul incarner tout. C'est cela. Donc quand vous prenez le roi, c'est qu'il a une mère. Il a une mère et parmi ses nombreuses épouses, il a des favorites ou une favorite qui détient le pouvoir, même si ce n'est pas de façon officielle. Tout le monde sait, par exemple, que pour obtenir quelque chose, une décision favorable ou quoi, chez le roi, il faut passer par soit sa mère, il faut passer par sa femme favorite, son épouse favorite. Le rôle des femmes, ou le pouvoir que les femmes peuvent avoir dans une société traditionnelle, vous êtes en train, ça se dessine déjà. Oui. Alors vous quittez là, vous tombez sur les princesses. Les princesses sont considérées en fait comme des hommes, à l'exception du fait que elles ne sont plus, depuis l'épisode de Tassi Rugby, elles n'ont plus été éligibles pour devenir prince héritier et succéder à leur père. Mais quand vous enlevez ça, la plupart des princesses ont été des femmes de pouvoir et ont été considérées comme telles par les Anatores. Et vous connaissez très bien, je sais pas, et de façon très, la blague qu'on fait, c'est les fonds. Oui. Quand on te dit Nassouma Indoko, bien sûr. En fait, c'est pas forcément à prendre d'un point de vue très vulgaire. Oui, c'est pas seulement ça, mais c'est pour dire le niveau de pouvoir qu'on accordait par exemple à la fille du roi ou aux filles du roi ou aux filles d'anciens rois ou aux filles de princes qui ont ce statut là et sur lequel les hommes finissent par se dire il y a très peu de choses que je peux exiger d'elle. Le Anatole par exemple n'a pas ce pouvoir là, même si la princesse t'épouse, il y a des choses que tu ne peux pas lui exiger. Elle peut te les donner, tu vois, elle peut te les donner, genre par exemple l'amour, la fidélité, oui. Mais les grosses accusations, les gros procès en infidélité, si ça ne se fait pas, on ne peut lui en tenir. Il n'y a pas de tribunal dans la société dahoméenne qui juge, qui connaît de ça quand la femme est princesse. Alors, donc, tout ça, c'est à prendre, de façon très codée. Pour dire quoi? C'est pour dire que les femmes, le fait d'être femme n'a jamais été le vrai problème. Ça dépend de la strate sociale dans laquelle tu te trouves. C'est cela. Et c'est ce qui a été intéressant pour moi dans l'histoire de Tata Adjaté, qui nous a été rapporté par l'écrivain ethnologue Paul Hazmet. Et donc, je vois quand même une femme qui part
du bas de l'échelle, qui monte graduellement et qui, à la force de sa compétence et tout, atteint le sommet. Et je rappelle que pour la femme, dans cette société dahoméenne, ce qui peut arriver de plus grand, c'est d'être épouse du roi. C'est cela. Il n'y a pas autre chose. Il y a pas, c'est comme ce qui peut arriver à un évêque, c'est devenir pape. Oui. Vous voyez, c'est le superlatif des privilèges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme pouvait traverser tout ça et devenir, parce que quand tu deviens époux du roi, c'est que tu deviens, par la force des choses, mère de prince. Et tu peux même devenir mère de roi. Ah oui? Mais là, oui, parce que tous les rois d'Abobé ont toujours des mères roturières. Et ça a été constitué comme ça, toujours pour rappeler au roi son devoir d'humilité et d'humanité. Tu descends d'une femme qui est du sang ordinaire. Ça veut dire que quand on va t'envoyer des dossiers ou des litiges à trancher entre un roturier et un prince, tu dois de temps en temps penser à ta maman. Donc toutes les naïs que j'ai citées, toutes les naïs que j'ai citées, c'est en général, même elles sont épousées hors d'Abomey. Beaucoup sont des Nagos. La mère, par exemple, de Guézo, elle est Nago. La mère de Adnanozan, elle est de Wenhi. Donc, du côté Zayanado et tout. La mère de Glélé, elle est Nago. La mère de Béanzin est de Calavi. Ainsi de suite. Tu vois un peu. Donc, on fait en sorte qu'il y ait quelque chose, que le roi soit lesté par le devoir d'humilité et le devoir de s'identifier aux gens ordinaires, aux gens du peuple. Donc, c'est quand même une institution que je trouve très savante. On ne donne pas tout le pouvoir. Même si dans les louanges et tout, vous avez le sentiment, quand vous écoutez les louanges, qu'il est le roi de ci, il est le père de l'univers, il est ci. Oui, ça c'est une façon de mettre. Dans la pratique, les choses sont déjà faites de telle sorte que le roi porte une partie du sang des gens ordinaires. Ah oui. C'est très important. Et ce sang, lui, vient par qui? Par une femme. Bien évidemment. Donc, quand on parle de la place de la femme dans une société comme ça, est-ce qu'on pourrait encore parler de misogynie? À mon avis, non. Ah oui, il a fallu cette précision pour nous rassurer de ces préjugés que nous avons de l'organisation structurelle du royaume de Dahomey. Mais ces femmes, quelles sont, au cours de vos recherches, quelles sont les principales motivations qui poussaient ces femmes à adhérer, je dirais, à la classe des Amazones? Y accèdent-elles de force ou de gré? Bon, déjà pour... ou par devoir au royaume. Oui, déjà pour vous remettre dans le contexte, déjà l'armée du Dahomey au départ, c'était une armée de conscription. C'est-à-dire, c'était des services militaires forcés quand il y a la guerre. Donc la guerre, au départ, je peux dire, avec le fondateur, le roi Ouigbadia, jusqu'à Gadja, l'armée était un devoir de tout le monde. Donc il y avait des périodes de l'année qui étaient consacrées aux conquêtes et à la guerre. Dans cette période-là, une obligation citoyenne. Une obligation. Donc tout le monde, tous les hommes, là je parle des hommes d'abord spécifiquement, tous les hommes qui sont physiquement en mesure d'aller à la guerre et tout, étaient enrôlés à un moment donné, et puis après les guerres, retourner à la vie civile. Retourner à la vie civile parce qu'il faut que l'économie tourne, il faut que les activités champêtres fonctionnent et tout. Et c'était les mêmes qui pouvaient faire tourner les champs et tout avec leurs esclaves. Donc c'était d'abord une armée de conscription. Et lorsque le corps des Amazones a commencé par être structuré à partir du roi Gadja, qui a commencé de façon systématique par sortir les Amazones, les Agodiers du palais pour des conquêtes et tout. À partir de ce moment, leur recrutement a été de plus en plus codifié. Et le corps est devenu un corps d'élite au fur
Et à mesure des successions, chaque roi, quand il vient, il améliore quelque chose dans la formation de ces Amazones. Ce qui fait qu'à partir, je dirais, du roi Adanouzan, par exemple, c'était déjà un corps redoutable et très craint. Mais c'est que pour en arriver là, c'est que forcément en amont, il y a une formation rude, très intense. C'est une formation telle que les gens n'y allaient pas de façon volontaire. Je dirais non. Je ne sais pas vous dire de n'importe quoi non plus. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que les Amazones étaient enrôlés très jeunes. J'imagine. Très jeunes. Très jeunes parce que le corps qui n'est pas entraîné, c'est comme le football aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, vous ne débarquez pas dans un club à 18 ans. À l'âge de job. Oui, pour dire que vous allez jouer au football. C'est pas possible. C'est qu'à partir d'un certain âge, au moment où on pouvait encore formater. À moins que vous veuillez constituer une équipe de vétérans. Vous voyez? Donc, la physiologie, ils avaient déjà une certaine connaissance, une certaine compréhension de la physiologie, du fonctionnement du corps humain. Donc, ils savent qu'une fille qui est enrôlée, qui est prise à partir de 8 ans par exemple, au bout de 10 ans plus tard, celle-là peut marcher sur des épines, pieds nus, et c'est le bout de l'épine qui va se tordre. Parce que c'est pas forcément, c'est pas mystique. Parce que le corps aurait été préparé à cela. Et les exercices les plus difficiles sont plus faciles à faire quand c'est étalé dans le temps. C'est-à-dire qu'une fille de 8 ans qui apprend par exemple à marcher sur des ronces, c'est différent d'une femme de 18 ans qui ne l'a jamais fait. À qui tu veux apprendre à le faire, ce sera une torture. Donc voilà pourquoi les premiers qu'on enrôlait, les premières qu'on enrôlait, c'était les captifs de guerre venus très jeunes, ou les filles de captifs de guerre, c'est-à-dire les femmes qui sont captives mais qui sont restées dans la société dahoméenne à Abomey par exemple, dans le cadre de l'esclavage domestique, et qui font des enfants. Donc ces enfants sont enrôlés suffisamment jeunes pour qu'après un certain nombre d'années d'exercice, elles deviennent des soldats parfaites, redoutables sur le champ de bataille. Donc ça c'est le premier truc, c'est le premier axe de recrutement. Donc c'était d'abord les captives ou les filles de captives. Alors le deuxième... Et cette catégorie, Tata Diaké, voilà, Tata Diaké qui est originaire de Kétou, appartient à ça parce qu'elle est venue en tant que captive de guerre. Maintenant dans le royaume même, chaque 3 ans, il y a une obligation que chaque père de famille se pointe chez l'agent recenseur. Oui, pour présenter si tu as des cas particuliers. Parce qu'il y a par exemple, il y a des enfants qui naissent avec des dons. Ils naissent avec des prédispositions. Des prédispositions. Généralement des défauts. Vous sentez par exemple que cette fille, elle est acariâtre. C'est-à-dire, vous avez vraiment des anecdotes qui vous reviennent, qu'elle a par exemple menacé d'égorger son frère. Donc tu te dis ça, elle est bonne pour l'armée, elle peut être Amazone. Donc elle, ça c'est des aboméennes, ça c'est des fonds, c'est des roturières et tout qui peuvent être. Vous pouvez trouver aussi, mais dans des cas très extrêmes, très rares, des princesses. Donc quand vous faites comment on appelle la pyramide démographique du corps des Amazones, vous avez plus très largement des femmes qui sont venues de hors d'Abomey, qui sont venues par le biais des campagnes militaires et tout, que des femmes font d'Abomey. Je sais que ce que je dis, ça fait pas plaisir. Ça ne plaira pas à tout le monde. Ça ne plaira pas à tout le monde. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je le dis justement, pour qu'on arrête de dire, chaque fois qu'on voit une femme d'Abomey, on dit Amazone. Non, ça ne se passait pas comme ça. Si tu es femme d'Abomey et que tu deviens Amazone, là c'est parce que on ne pouvait pas te garder à la maison. Oui, il y a un truc que tu as commencé par manifester.
Et donc, comme les gens, ils perdaient pas leur temps, le système carcéral et tout, c'est pas le même système qu'aujourd'hui. On s'est dit maintenant. Et il y avait aussi le corps des vrais criminels. Ah oui? Oui. Ça, c'est un corps d'élite, mais qui est composé des femmes qui ont déjà commis des crimes. Wow. Donc, on ne peut plus se réintégrer dans la société. Donc, il y avait ce corps d'élite, et c'est le corps qui, quand ce corps débarque sur le champ de bataille, ce corps avait son, comment on appelle, avait son tam-tam, rythme particulier et tout. Oui. Et quand ce corps débarque sur le terrain, c'est du, comme on le dit en fond, tel un régiment. C'est un Egbemakou, c'est là, on les appelle, c'est le corps des Danuato. Vous voyez? Donc, c'est déjà des femmes, si elles n'allaient pas dans l'armée, elles auraient été peut-être exécutées. Hein, pas une sentence royale et tout. Ah oui. Mais on a considéré que c'est plutôt un intérêt. Que cette énergie est convertissable. Peut être utilisée de façon militaire. Donc, il y avait ce corps aussi. Alors, donc, c'est pour vous dire que quand on parle d'Amazon, il faut qu'on en ait une juste vision. Quand on parle d'Amazon, la statue de l'Amazon, et puis tout le monde se dit oui, quand on voit l'Amazon, oui, les femmes font. Moi, je dis non. Je dis non. L'Amazon, c'est d'abord une femme béninoise, venue de tous les horizons. Les Amazones qui constituaient, au moment, je pourrais prendre le dernier grand régiment d'Amazon que le général Dodds a affronté et tout. Ben, vous allez voir peut-être parfois sur YouTube, vous avez quelques traces de témoignages, mais ces Amazones, en général, elles sont soit de Ouida, elles sont soit du plateau, elles sont soit du nord, c'est-à-dire du nord d'Abomey, des Mahi, soit de Aguna, Tcheti, Savé et tout. En général, c'était ça. Donc, c'est la mauvaise perception qui a fait que quand on a voulu inaugurer la statue de l'Amazon ici, moi j'ai vu énormément de débats, même à caractère très régionaliste sur les réseaux sociaux. Oui. Genre parce qu'on ne comprenait pas le fond. Voilà. Oui. Mais si quelqu'un ne l'explique pas, personne ne comprendrait. Et moi je ne dis pas, les gens ne le disaient pas de mauvaise foi non plus. Parce qu'on a tout le temps considéré l'Amazon comme fondamentalement et systématiquement une femme fond. Il dit non. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez, Tata Adjache, c'est pas fond. Tata Adjache, c'est Tata qui est venu d'Adjache. Il n'y a que les détails que vous venez d'évoquer aussi. Le commun des Béninois ne l'avait pas. N'avait pas ces détails, n'avait pas ces précisions. Ouais. L'Amazon égale femme forte. C'est l'essentiel de ce que nous comprenons. Égale femme forte, femme qui, voilà, brave. Donc on a lié qu'au concept d'Amazon que cette femme, que le sens de bravoure et autres. Et non les détails de femmes à carrière convertibles à telle ou telle tâche que vous venez de préciser. Et je suis même convaincu que c'était sans doute la première perception que même le corps expéditionnaire français qui a affronté l'armée du Dahomey a eu. Peut-être qu'eux-mêmes avaient eu ce cliché en pensant que tous les soldats ou toutes ces femmes guerrières et tout il y avait une connotation ethnique. Parce qu'après, quand vous vérifiez, il y a par exemple l'Amazon Khaitime, dont on connaît brièvement l'histoire, parce que c'est elle qui aurait tué le commandant Foras. Et elle est de Bonou. Par exemple, de Bonou, si vous allez à Bonou, vous allez, ils vont vous dire avec fierté que nous sommes des parents, nous sommes descendants de l'Amazon Khaitime. Oui, j'espère que je prononce bien Khaitime. Et puis la dernière Amazon qui est décédée en 1979, la dernière qui a participé à l'affrontement avec les forces du général Dodds, ce qu'en fond on appelle le Yovo-Roi. L'Amazon Naoui par exemple n'était pas d'Abomey. Ah oui. Oui. L'Amazon Naoui n'était pas d'Abomey. Enfin, on n'en sait pas plus hélas, mais elle n'était pas d'Abomey. Et même quand le documentaire que la jeune Lupita
après le grand succès de Woman King, elle est venue tourner ici. Elle a pu rencontrer quand même quelques descendants d'Amazon ou quelques Amazones, enfin oui, je dirais descendants, mais généralement c'est hors d'Abomey. C'est soit du côté de Ouida, soit du côté de Savi, donc c'est comme ça. Hein? Mais l'intérêt de cette découverte que moi-même j'ai eu à faire en me documentant pour le travail de Tata Adjache, c'est de dire, je ne sais pas si c'est dans cet esprit que ceux qui ont fait la statue de l'Amazone ont fait, parce que personne ne m'a envoyé défendre la statue et tout. Moi, ce que je vous dis, je le dis de façon très scientifique, selon le niveau d'information auquel j'ai pu accéder. C'est le fruit de vos recherches. Oui. En fait, ça n'a aucune connotation ethnique. Vous voyez? Et si c'était même ça l'objectif de ceux qui l'ont fait, c'est que c'est raté. C'est pas l'Amazone qu'il fallait faire. Parce que quand vous faites l'Amazone, c'est son histoire que je vous raconte. C'est que si vous faites l'Amazone, c'est que vous avez fait la femme de Ketou, comme Tata Adjache. C'est que vous avez fait Khetime. C'est que vous avez fait par exemple Naoui. C'est que vous avez fait ainsi de suite. Vous voyez? Elles peuvent porter après des noms-fonds. Ça ne veut pas dire qu'originellement elles sont fonds. C'est-à-dire qu'elles sont assimilées, parce que quand elles viennent dans le royaume jeunes, elles sont formées, éduquées. Et sans doute, certainement, qu'elles parlent couramment fond. Mais elles viennent de quelque part. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est assez clair. Voilà. Non, c'est ça. Mais je crois que... Donc, je ne crois pas que ce soit... On puisse utiliser l'Amazone ou la statue de l'Amazone pour faire quelque guéguerre politique que ce soit ou régionaliste. Ça ne passe pas. Scientifiquement, ça ne passe pas. Et je dis que je ne le dis pas... Et c'est aussi cela la portée de cette tribune. Voilà. Et je ne le dis pas pour défendre qui que ce soit. Ceux qui ont fait la statue, ça pourquoi ils l'ont fait. Mais moi je dis, cette statue c'est pour tout le monde. Ça représente un régiment. Cela n'a aucune connotation. Voilà, ça représente un régiment qui était composé de femmes venues de partout. Si le royaume d'Abomey, si les rois d'Abomey avaient poussé leur conquête par exemple jusqu'au nord, je vous aurais dit clairement qu'il y a des femmes du nord dedans. Vous voyez, dans l'esprit, il n'y a pas d'esprit ethnique dedans. C'est cela. Tiburce Sadagoué, merci pour ces moments d'explication. Merci de nous permettre de consommer, de boire dans un studio le temps d'une émission. Ces nombreux mois de recherche qui sûrement n'ont pas été sans peine, bien évidemment. Ce qui a abouti à cet ouvrage, à cette bande dessinée Tata Adjache. Et c'est aussi cela le but de cette tribune, éclairer la lanterne des citoyens, permettre de comprendre, corriger peut-être les erreurs d'interprétation, les préjugés et autres que nous avons sur tel ou tel pan de l'histoire. On poursuit cette émission. Je vous rappelle que cette émission est interactive. Dans 15 minutes, nous allons permettre aux amis auditeurs de vous poser des questions, de contribuer d'une manière ou d'une autre à cette émission de franc-parler qui aborde, si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, la femme dans la société dahoméenne précoloniale, cas des Amazones. La femme dans la société dahoméenne précoloniale, cas des Amazones. À travers vos explications, on a compris que la société dahoméenne n'est pas misogyne, n'est pas 100% féodale, strictement réservée aux hommes. Non, je vais préciser, c'est une société féodale. Patriarcal, mais pas misogyne. Pas misogyne, voilà. Merci du rectificatif. Alors, Thierry Sadagoué, comment la présence de ces Amazones influençait-elle, bien évidemment, la place de la femme dahoméenne dans les sphères politiques et sociales du royaume? Bon, d'abord, il faut dire que à partir de l'avènement du roi Guézo, en 1818, le corps des Amazones s'est énormément modernisé. Il y a eu un cap qui a été franchi, et certainement avec le coaching de qui, vous savez, le mulâtre Félix de Souza, qui, connaissant quand même beaucoup plus de choses du monde et tout, de l'époque, que nos rois, a pu certainement apporter cette touche de modernité. Parce qu'avec Guézo,
les Amazones, le corps a été restructuré, totalement restructuré. Je crois que, si je ne me trompe pas de chiffres, sous Gezo, il y avait déjà près de 7000 Amazones. Wow. Qui étaient, près de 7000 Amazones qui étaient, et c'était une armée régulière. Imaginez aujourd'hui, je ne sais pas comment vous l'expliquer, au défilé, quand on fait défiler par exemple 500 soldats, vous avez le sentiment que c'était un défilé interminable. C'est vrai. Mais il faut prendre les chiffres des soldats qui défilent. C'est-à-dire la rythmique et tout fait qu'on a le sentiment que c'est un truc interminable. Généralement, c'est pas grand monde. Donc imaginez 7000. Et 7000 de ces femmes formées, très bien entraînées et tout, dans l'espace du golfe de Guinée de l'époque. C'était une puissance militaire. Et les 7000, ça faisait le tiers de l'effectif global de l'armée du Dahomey. L'effectif global de l'armée du Dahomey au temps du roi Gezo, c'était autour de 20 000 hommes. Et les Amazones seuls faisaient dire 7 000. Les Amazones faisaient 7 000. Et donc, pour vous parler un peu du prestige, donc, quand il y a eu ce cap qui a été franchi, il y a eu aussi un cap qui a été franchi d'un point de vue de prestige. Parce que, alors pour l'anecdote dans la foulée de la destitution, du coup d'État, qui a eu lieu contre le roi Tanozan, il y a eu un affrontement. Il y a eu un affrontement dont on ne parle pas beaucoup, mais parce qu'il y a le dernier rempart de protection contre les attaques, toute attaque physique qui viendrait toucher le roi, comme je l'ai déjà expliqué, c'était un corps d'Amazone qu'on appelait les Aligosi. Et elles ont une place dans le palais, le dernier passage pour aller chez le roi. Et cet endroit s'appelait le corps d'élite. Voilà. Et cet endroit s'appelait Aligo. Donc les Amazones qui étaient là s'appelaient Aligosi. Mais le coup d'État était prévu pour être pacifique. Sauf qu'on n'a pas intégré le fait que ces Amazones ont prêté serment. Et leur serment, c'est qu'il faut les tuer pour pouvoir toucher le roi, pouvoir toucher au pouvoir du roi. Et elles ont décidé de mettre en exécution leur serment. Même quand elles savaient déjà que tout était perdu et que se battre et tout ne changerait rien de la situation. Mais ces femmes se sont battues une journée entière. Une journée entière, totalement minorité, mais elles ont sacrifié leur vie jusqu'à la dernière palmière. C'est le corps qu'on appelle le corps des Aligosi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est que le roi Gezo, qui prend le pouvoir, est séduit par le comportement de ce corps d'élite. Par l'expression de bravoure. Cette bravoure. Et donc, il a décidé de perpétuer le souvenir de ce corps. Et ça se passe aussi aujourd'hui dans notre monde moderne. Dans les corps militaires, vous savez, on perpétue toujours les exploits de quelqu'un en donnant son nom à un régiment. Toujours si vous suivez bien les films de guerre, il y a le régiment Schiffer, les commandos Schiffer, des trucs, parce que quelqu'un a incarné les valeurs militaires dont se réclame par exemple ce régiment, et celui-là, on donne son nom au régiment. Donc, dans le corps des Amazones, par exemple, à partir du roi Gezo, il y a les Aligosi, qui étaient un corps d'élite. Et donc, ces Aligosi fonctionnent en se souvenant toujours de celle dont elles portent le souvenir. Les femmes qui sont capables d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour tenir leur serment. Voyez? Donc quand vous avez ce genre de comportement militaire, de valeur militaire, la société ne reste pas insensible par rapport à ça. La société réagit. Et les Amazones avaient une place, c'était des êtres sacrés. À partir du roi Gezo. À partir même de Adanozan, c'était des êtres sacrés. C'est vrai, c'était des propriétés du roi, comme on pourrait dire, tous les sujets étaient des propriétés du roi et tout, mais les Amazones avaient quelque chose de particulier. Et donc les Amazones
par exemple, quand une Amazone se déplaçait dans la cité et tout, c'était impossible, interdit à un homme de poser son regard sur elle. Ah oui? Oui, on ne regarde pas une Amazone. Donc c'est pour ça que quand une Amazone se déplace, elle est annoncée. Elle est annoncée par une clochette, oui. Une clochette et tout. Et donc quand tu es un homme, tu tournes dos, tu regardes. Personne ne regarde le passage d'une Amazone. C'est pareil pour une femme de roi. Dans le Dahomey, dans le Dahomey de l'époque, si une femme de roi, c'est déjà rare qu'elle sorte du palais. Mais si pour une raison ou une autre, une femme de roi devrait passer et tout sur le chemin, on annonce ça suffisamment pour que tu ne tombes pas sous le coup de la loi en la regardant. Donc quand on annonce, la clochette annonce le passage par exemple d'une Amazone, si tu es un homme, tu regardes ailleurs et puis elle passe. Ah oui. Et donc le nom des Amazones, autrement dit, le cortège ne devait rencontrer aucun obstacle. Aucun regard masculin. Et donc le nom des Amazones enfants, ça disait tout. On leur donnait tous les noms. Donc le premier, le Minon. Ah oui. Le Minon enfant, ça veut dire nos mères. Et ça ne veut pas dire nos mères, pas forcément de façon très, très maternelle. Ça dit que de façon autoritaire. Nos mères, tu vois, celles qui nous possèdent. Donc, vous voyez, rien qu'avec cette appellation, vous voyez à quel niveau ces femmes-là se trouvaient déjà dans la société. Les Minons, les Minonna. Et là, après par extrapolation, aujourd'hui, pour susciter une certaine crainte dans la société, quand on commence par dire ah tiens, faites attention parce que par exemple cette femme elle est minonna, tu vois, aujourd'hui chez les femmes c'est pour dire qu'elle a des pouvoirs mystiques, spirituels, des trucs. De toute façon, l'expression minonna est passée à la postérité pour désigner une femme dont il faut avoir peur, qui suscite respect, crainte. Une femme à craindre. À craindre. Et c'est aussi ça à Gaudier. À Gaudier, c'est à Gaudier. À Gaudier, ça veut dire que quand je passe, mon passage est annoncé et donc que personne ne soit surpris. Enfin, ce que je porte, voilà, à Gaudier, là, ce que je porte a besoin d'être annoncé avant mon passage. Ah oui. Ça, c'est une tradition littérale. Mais ce que ça signifie, c'est la même chose que ce que je vous ai raconté. Quand elles passent, elles sont annoncées. Ah oui. Oui, elles sont annoncées. Les questions pleuvent plus ou moins déjà sur les canaux digitaux, mais on n'a pas tout dit encore, rassurez-vous, Tiburce Adagbe. J'ai envie de vous dire que c'est une émission qui nécessite qu'on en fasse une série parce que on en consomme tellement que je suis en train de voir l'heure, les minutes s'égrener de telle manière que voilà, j'ai hâte d'en tirer davantage de vous. 40 11 17 et 18 50 52 52 73. Ce sont là les deux numéros à composer pour entrer en direct pour prendre langue avec Tiburce Adagbe, l'auteur bien évidemment de la bande dessinée Tata Adjatie, écrivain, homme de lettres, homme, journaliste accompli. Ça je ne vous apprends rien, vous l'avez connu peut-être bien avant moi. On me signale déjà que 2 auditeurs, c'est cela, sont déjà installés. Voilà, on les reçoit rapidement avant de poursuivre cette émission. Bonjour auditeurs en ligne. Allô? Allô? Oui, comment je peux vous appeler? Idrissou Liamidi Koumayon. Très bien. On va y aller très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je salue votre invité. Je le remercie infiniment. Je voudrais lui poser quelques questions. Bien, allez-y. Est-ce que les archives sont gardées pour qu'aujourd'hui nous pénétrons ces archives-là pour connaître nos racines? Tel que la légende raconte, Calibono, fille du roi de Tado. Vous savez que Tado n'est pas au Bénin, mais vers le Togo. Fille de Tado était allée chercher de l'eau
au marigot, avec ses compagnons, quand surgit une panthère. Oui. Seule, la princesse ne se sauve pas. La bête ne lui fait pas du mal. Mais les autres compagnons ont fui en laissant elle seule. Et on aurait encore appris que c'est la panthère qui l'a enceintée et elle a eu des enfants à cet animal-là. Très bien. Monsieur Koumayon. Oui. Votre question? Ma question est que aujourd'hui, nous parlons chaque fois des Amazones. Alors que nous avons aussi des guerriers qui ont utilisé des poudres pour pouvoir tuer des ennemis européens. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas parler de ces hommes-là? Moi, mon grand-père, mon vieux grand-père, Afonso, par exemple... Vous cherchez une tribune pour le magnifier, c'est cela? Allô? Vous cherchez une tribune pour magnifier votre grand-père, c'est cela? Oui. D'accord. Merci. Moi, mon grand-père... Merci, monsieur Koumayon. On va permettre à un autre auditeur de se prononcer, s'il vous plaît. Oui, comment je peux vous appeler, cher ami? Appelez-moi Chaud Paul, depuis le stade du fait général Mathieu Kérékou. Tout ceci touchant à notre histoire m'interpelle. Bien, allons-y. Je salue votre invité. Et je salue le professeur Hiroko depuis sa tombe sur la terre l'histoire légère. Nous, on nous a enseigné l'histoire. Et comment faire aujourd'hui pour que ça revienne dans nos écoles et dans nos établissements, puisque nos enfants ont perdu toute histoire. Ce n'est pas une bonne chose. Un pays où les enfants ne maîtrisent pas leur histoire, où c'est tout ce qui vient d'ailleurs qu'on les enseigne, où nous avons un nom de famille, on va chercher nos prénoms dans les calendriers, il y a un problème. Donc vraiment, comment faire pour que l'histoire revienne au sein même de nos familles et autres là? Je pense que ça doit être un objectif. Sinon, merci. Aujourd'hui, même quand vous prenez l'étoile rouge là, nos enfants ne savent pas. Les premiers habitants de Cotonou, nos enfants ne maîtrisent même pas ça. Nous sommes où là? Merci. Donc, Paul Chaudaton. Il y a un problème. Donc, c'est mes questions qui sont adressées à l'invité. Merci. Paul Chaudaton vous remercie. Merci, c'est noté. On poursuit. Ghislain Agwangba me signale qu'il vient d'installer un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Oui, ici Philippe D'Almeida. Philippe D'Almeida. Oui. Vous nous appelez d'où? Oui, de d'Aïdiado. Très bien. Vous êtes en direct, allez-y. Je voudrais remercier d'abord votre invité. Et lui dire que bon, tout ce qu'il vient d'expliquer, qu'il veuille ou non, c'est lié à une... Ouh là là, monsieur D'Almeida, rechargez votre téléphone et rappelez-nous. Oh. Oui, bonjour. Je vais diminuer un peu... Le volume de votre radio? Ou vous vous éloignez simplement? Allons-y maintenant. C'est Papa Yahou Félix. Papa Yapa. Félix Yarodéou, allons-y. Oui. C'est très bien. Je suis heureux d'avoir découvert l'émission après avoir écouté la messe à la radio Bénin. Merci. Vous suivez maintenant Radio Cotonou, 94.3. J'ai attrapé par hasard, parce que je voulais rencontrer Papa René Bewa. Très bien, vous y êtes. C'est la fréquence. Il est là. Vous l'aurez tout à l'heure à midi pile poil. Donc, je suis très heureux d'écouter la partie parce que à l'ego, tout ça là, je suis grand-papa, je suis Darbo, hein. Il n'y a pas de petit papa, je suis Darbo. Votre question? Je n'ai jamais su ça. Très bien. Autrement dit, franc-parler vous a apporté un plus. Je suis très heureux si on peut multiplier ce genre d'émission. Je suis parti. Merci. Pour. Pépé Yarodéou, merci. On vous aura compris. Un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Bonjour. Comment je peux vous appeler? On m'appelle Félix Kachou. On va y aller en une trentaine de secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur d'abord. Et j'ai écouté votre émission avec beaucoup d'intérêt. Ce que je dis, c'est que d'après votre invitation, ce qu'il avait dit de nous à l'âge là. Oui. Ça me fait peur que
quel enseignant ou bien quelle éducation nous donnons à nos enfants d'aujourd'hui? Parce que ce qu'il avait dit au cours de son développement, je me suis dit combien nous les jeunes d'aujourd'hui, combien parmi nous connaissent tous ces histoires, tous les événements qui ont vécu. C'est pas bien grave. D'ailleurs, ils ont vécu autant des centres comme ça. Très bien. Combien vous l'avez suivi aujourd'hui? Ont pu avoir l'idée sur ça. On ne nous enseigne pas tellement. C'est seulement en cas de première terminale qu'on fait juste une petite résumé. Et c'est pourquoi Radio Cotonou tente de combler le vide. Votre question? Moi, je n'avais pas l'idée sur le programme, mais je captais quand je suis tombé. Vous avez une question particulière pour l'invité? Merci, merci. Très bon dimanche à vous. On va prendre un tout dernier, s'il vous plaît. Ghislain Gwangba, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, allô? Honoré Benjamin Naoum, bonjour. C'est Loris Freddy d'avant. Alors, oui, comment vous allez? Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît, ou vous vous éloignez un tout petit peu. Soit. Oui, je suis un peu loin. Mais on ne dirait pas. Oui, c'est bon? Oui. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'apprécie l'émission. Vous n'êtes pas si loin que ça. Il y a... un peu sur le papier. Donc, je remercie... allez à vos questions, s'il vous plaît. Celui que vous recevez et vous-même. Merci. Merci pour l'émission. Et votre question? Ou c'est juste... Pas de question, d'accord. J'apprends. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Je vous comprends. Merci. Bon dimanche. On revient en studio. Ghislain Gwangba, on revient en studio rapidement parce qu'on a encore beaucoup à apprendre pour faire un peu comme ce dernier auditeur qui dit qu'il n'a pas de questions parce qu'il est un peu comme à l'école. Il apprend. Donc il consomme un peu comme nous. Tibur Sadagwe, vous avez suivi les préoccupations. Vous en dites un mot rapidement et on poursuit. Bon, il n'y a pas vraiment eu de questions, mais il y a une préoccupation par rapport aux sources. Aux sources, aux archives. Oui, les archives. Conserver les archives. Les archives, c'est M. Koumayon qui les archives, oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Moi, je ne suis pas historien. Moi, je suis géographe de formation. Et si je parle d'histoire, c'est parce que j'aime. Et certainement que si l'accès aux archives historiques était rendu possible ou était facilité, il y aurait beaucoup plus de personnes qui s'intéresseraient à l'histoire. Parce que vous savez, on a toujours donné l'impression dans le système académique que c'est des gens qui ne sont pas brillants en mathématiques, qui ne sont pas... Enfin, ceux qui sont célébrés au collège et tout, c'est le gars, on dit qu'il casse les maths, il casse la... Non. Justement. Mais le vrai problème, mais ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire les sciences qui sont liées à l'homme, est-ce que vous pensez, monsieur Davo, qu'on peut vous dissocier de vos ascendants? Non. Ah non. Si vous le pensez, ce serait même une erreur. Oui. C'est pas possible. Il y a des choses que vous tenez de gens que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Et le jour où on vous explique, le jour où vous commencez par comprendre qui était par exemple un de vos aïeux, on vous le présente et tout, vous allez comprendre tellement de choses. Vous allez comprendre pourquoi il y a certaines choses peut-être qui ne vous marchent pas. C'est pas mystique, ce n'est pas... C'est vrai. C'est pas contre même nos propres religions, ni contre les religions importées. Parce que je vous donne un exemple. Pour les chrétiens, aujourd'hui c'est dimanche. Prenez l'Ancien Testament et vous allez voir le nombre d'allusions qu'on fait aux ascendants. Quand on dit que quelqu'un veut demander quelque chose à Jésus, il dit fils de David. C'est vrai. Quand vous prenez le livre de Lévitique, vous avez toute une série de remontées. Tel est descendu de tel, tel est descendu de tel. Attends, mais pourquoi c'est comme ça que toi tu es incapable, toi qui es le chrétien béninois, de dire sur peut-être 4-5 générations d'où est-ce que tu viens? Ou même ce qu'a été ton arrière-parent. Mais si c'était si inutile que ça, pourquoi toute une partie de la Bible est réservée à un listing très précis, généalogique des ascendants du Christ? Si c'était inutile, puisqu'il a tout accompli, on dit oui, tout est fini, ça devait démarrer. Mais on rappelle ses ascendants physiques.
C'est pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui en Europe, vous avez par exemple des gens qu'on appelle les généalogistes. Eux, leur métier, quand vous vous présentez à eux, vous êtes dans, je crois, dans leur sphère. Vous payez, c'est un service payant. Il peut vous faire votre arbre généalogique jusqu'à un certain niveau. Vous dit exactement qui était temps, quelle rencontre donnait telle personne, qui après ont déménagé, ont rencontré telle, jusqu'à vous. Là, on vous présente votre généalogie. Ah oui. Est-ce que si c'était si inutile que ça, il y aurait vraiment des spécialités comme ça chez les Blancs? Mais quand vous venez chez nous, aujourd'hui, même l'intelligence artificielle a développé des applications qui vous permettent, quand vous donnez votre nom aujourd'hui, de vous dire, on peut y croire comme on peut ne pas y croire, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui vous sort toute une histoire. Ah oui. Et parfois vous vous rendez compte que vous êtes béninois au fond, mais vous avez été burkinabé, peut-être au XVIIe siècle, tous vos parents étaient burkinabés. Ou bien peut-être que vous étiez même, je ne sais pas quoi, vous étiez égyptien. Oui, en fait, c'est ça la réalité. Ah oui. Mais tant qu'on ne fait pas ces fouilles, tant qu'on n'a pas ce niveau de curiosité, c'est qu'on ne se connaîtra pas soi-même. Et pour pouvoir le faire, il faut disposer des ressources. Qu'est-ce que le philosophe dit? Connais-toi toi-même. Tu peux rien faire si tu ne te connais pas. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, les gens peuvent vous dire que tel jour ne me marche pas. Si. Le gars te dit, viens me voir par exemple mardi. Et tu te dis, si c'est mardi, mais tu n'as aucune... Tu ne peux pas l'expliquer. Mais tu as constaté que tout ce qu'on te met mardi ne marche pas et tout et tout. Et tu penses que c'est spirituel, que c'est ci ou c'est ça. Parfois, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est des choses, si on te fouille ça, tu tomberas forcément sur des choses qui sont peut-être liées à ça, peut-être dans ton ascendance de 8e étage, plus loin et tout. Bon. Pour ça, tu n'as pas besoin forcément de porter une bague, de faire ci ou de faire ça et tout. Ça, c'est des réalités. Connaissons-nous. Connaissons-nous nous-mêmes. Le philosophe a dit, connais-toi toi-même. À partir du moment où nous considérons que sans que nous nous connaissions nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne saurons jamais ni où il faut aller, ni comment y aller. Et j'ai dit avec un de vos confrères que je ne comprends pas que le corps des Amazones, pendant près d'un siècle, qui a été le corps qui a marqué le plus le corps expéditionnaire français, qui est venu dans la confrontation, ce qui les a marqués le plus, ce sont les Amazones. Ok, mais après, la première chose, et c'est normal, c'était eux les victorieux. La première chose, c'est qu'ils ont dissous l'armée, dissous tout. Mais de 1894 jusqu'à 1960, je conçois que nous étions colonisés. Donc nous n'avions pas les mains libres, en fait, pour aller rechercher nos repères. Mais à partir de 1960, nous sommes devenus théoriquement, ne serait-ce que théoriquement, nous sommes devenus indépendants. Mais nous avons constitué notre armée, l'armée indépendante dahoméenne. Mais comment est-ce qu'on construit une armée comme ça sans aucune référence, par exemple, à ce corps d'Amazon? Je trouve que ça n'a aucun sens. Heureusement qu'aujourd'hui, là, au défilé, désormais, on a vu le dernier défilé d'ailleurs, on a vu un corps qui a défilé, qui a été appelé corps d'Amazon et tout. C'est une avancée pour moi. Même si je pense que il va falloir, pour ce type de corps par exemple, il va falloir quand même bien leur mettre dans la tête ce que c'était que les Amazones, ce que c'est que d'appartenir à un corps qu'on appelle les agodiers. Enfin, je crois, c'est comme ça. Pendant le défilé, c'est comme ça les a appelés. Faut pas qu'on prenne un élément de ce corps, qu'on lui dise c'est qui les agodiers et qu'elle ne soit pas en mesure de répondre. C'est là que ça ne sera pas intéressant. C'est vrai. Donc, c'est bien. Faut pas qu'on maquille le nom. Voilà, faut pas qu'on maquille juste le truc et tout. Mais dedans, il faut qu'elles aient un niveau de connaissance de la matière au point même de pouvoir s'en inspirer. Je dis, tiens, si je suis dans le corps des Amazones, là, elles pourront bien l'incarner. Elles pourront l'incarner. Pour dire, si je suis
dans le corps des Amazones, voici mes engagements moi-même personnels vis-à-vis de mon pays. Comme les Amazones l'ont fait vis-à-vis de ce qui était leur État. Le royaume du Dahomey, c'était l'État. Il y a Distel Aboussou qui nous a envoyé une question, une question que je m'attendais. L'ami Distel. Oui. Un bonjour à lui. Le grand frère Distel, bonjour à toi. J'avais une question, je voulais vous la poser, je voulais vous demander quels étaient les liens entre les Amazones et les rituels religieux ou spirituels dans la société dahoméenne. Mais Distel dit ceci, quel est le lien entre les Amazones et certaines divinités? Il va encore plus loin et se fait plus précis, il dit qu'à des Zomadonou. Alors, déjà, non, le Zomadonou, c'est le vaudou tutélaire, en fait, du panthéon vaudou, fond, je veux dire. C'est dans la hiérarchie, c'est le vaudou Zomadonou qui patronne, hein, un peu comme si on devait organiser comme une armée dans le panthéon, c'est le vaudou Zomadonou qui est le fétiche tutélaire. Voilà. Et je ne vais pas inventer des choses, hein. Je ne sais pas quel est le rapport entre les Amazones avec le Zomadonou, je n'en sais rien. Mais ce qui m'intéresse dans votre question, c'est que je vous ai expliqué par exemple que les Amazones, c'était pas que physique, elles avaient une réputation d'être des êtres sacrés. Et de connaître énormément de choses dans la mystique fond. Parce que pour aller à la guerre, c'était comme les chasseurs. Quand on te dit à l'époque, on dit quelqu'un est chasseur, c'est qu'on se dit qu'on est les plantes. Il sait pas aller aux animaux. Il sait voir avec le troisième œil. Il sait faire ci, il sait faire ça, c'était clair. Mais les Amazones, c'est qu'on les considérait réellement comme des êtres spirituels qui avaient des pouvoirs. Passez-moi le livre, je vais vous montrer. Bon, là, on est à la radio, ok. J'allais vous montrer un croquis d'Amazone à la fin, et puis vous allez voir, dans tout l'attirail de l'Amazone, il y a quand même beaucoup d'amulettes. Ah oui. Beaucoup, voilà. Vous savez, déjà à ses pieds, vous avez ces anneaux de pied là, qu'on appelle Tchaba, en fond, et qui sont censés en général les protéger contre la fatigue pendant les marches, contre les morsures, parce que traverser des jungles et tout, contre les morsures, et qui sont réputés parfois raccourcir les distances. J'espère que vous avez déjà entendu ça une fois. On en a entendu parler. On parle de plier la distance, plier l'espace. En fait, ça allait étrange jusqu'à ce que les théories d'Albert Einstein viennent montrer que c'est possible. C'est-à-dire, enfin, que c'est envisageable. L'espace est comme un tapis, c'est comme une nappe. Si l'espace est une nappe, donc ça veut dire que c'est pliable. Mais eux, je crois, ils avaient des perceptions comme ça déjà. En se disant, si je dois quitter ici pour aller par exemple à Abomey, au lieu d'aller à Abomey, je peux faire venir Abomey à moi. Ils avaient la connaissance. C'est-à-dire, oui, dans le mouvement des corps, soit divers, où la chose peut venir. Alors si j'ai la possibilité que ce soit la chose qui vienne, c'est que je l'attire. Mais dans le regard de tout le monde, ce sera que je suis à Abomey. Mais c'est moi qui ai fait venir Abomey. Ah oui. Donc par exemple, je suis spécialiste de rien, hein. Moi je vous dis les choses comme ça. Non, on en a entendu parler. Faut pas que quelqu'un me sollicite pour quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Je suis quelques consultations, aucune consultation possible. Donc je suis, d'ailleurs je suis chrétien. J'ai pas de complexe à le dire, mais je vous aborde les choses comme ça de façon factuelle et de façon historique, sans être historien. Donc quand vous voyez un peu les amulettes, vous voyez, à la main, au bras et tout, c'était leur croyance. Et je vais vous donner quelques anecdotes, ou 2 anecdotes comme ça, quand les Amazones ont été démobilisés, c'est-à-dire je peux dire le restant, le résiduel, après la chute du royaume du Dahomey et tout, et ces Amazones ont été renvoyés dans leur village. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas à Abomey leur village, sinon ils ont été renvoyés à rejoindre ses origines et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que les premiers vrais conflits dans les tribunaux coloniaux venaient toujours des choses qu'on reprochait aux Amazones, à ces anciennes Amazones, qui sont venues parce que l'intégration ou la réintégration sociale a été quasiment impossible. Soit
il y avait toujours des accusations de violence et voire de fait sur leur mari, sur leur épouse et tout, parce qu'ils battaient très vite leur époux plutôt. Ou alors il y avait des accusations de sorcellerie, de pratiques de sorcellerie et tout, parce que quand elles sont revenues pour réintégrer la vie sociale, tous ceux qui savent que c'était des minots, avec tout le pouvoir qu'on leur accordait et tout, et qui doivent désormais partager par exemple le même époux qu'une minon. Si demain tu commences pas à avoir une gastrite, tu vas te dire attention, depuis que mon époux est devenu époux de minon, on s'en sort plus, ou bien ton enfant chauffe, c'est la minon, ou bien même au marché. Parce que beaucoup ont retrouvé des activités comme le commerce au marché et tout, les marchés de l'époque. Il y avait des problèmes avec les voisines de marché et la concurrence et tout. Quand une minon venait s'installer, tout le monde avait peur. Ah oui. Tout le monde avait peur, personne ne voulait lui faire la concurrence et tout. C'est pour vous dire le niveau... Parce qu'on sait de quoi elle était capable sur le plan métaphysique. Oui, c'est qu'il y a une construction, de toutes les façons, il y a une construction qui a tellement marché. De sorte que quand il y avait une minon, on se dit, elle n'est pas simple. Si elle est, voilà, si tu lui cherches noise, ça va se passer. À défaut d'être physique, elle peut te le faire de façon... Sur le plan spirituel. Voilà, au plan spirituel. Donc pour répondre à la question de Distel, déjà, le Somando, nous, c'est le vaudou tutélaire. Je peux dire, c'est l'archange, je vais dire, dans le panthéon vaudou fond. Maintenant, les Amazones, oui, elles ont une dimension spirituelle très très reconnue et tout, et redoutée. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, pour dire de façon un peu truc là, que vous soupçonnez une femme d'être, voilà, d'avoir la sorcellerie, on dit qu'elle est minona. Voilà, parce qu'on ne veut pas appeler le nom, on ne veut pas. Donc, c'est parti des minons, les vrais minons, les Amazones. J'espère que tu as bien vu une dernière question dessus. Une dernière question. J'en ai tellement à vous poser, mais le nombre de minutes qui me reste. Une dernière question de l'auditeur qui dit s'agissant de la mère du roi de Béanzin, elle est de quel quartier de Calavi? Ah mais des questions une vraie curiosité. Non, mais elle est de Calavi. Déjà, il faut savoir de quel Calavi on parle. Il faut savoir de quel Calavi on parle. Parce que avec la modernité, c'est comme quand vous lisez les documents d'histoire, les documents d'archives, et qu'on vous dit par exemple qu'il y a eu un combat dans le village de Zobo. Est-ce que ça, vous réussissez à intégrer dans votre esprit que Zobo puisse être un village? Ah non. Donc on vous dit, quartier de Cotonou. Oui, on vous dit par exemple que quelqu'un a quitté Cotonou pour aller à Zobo, pour aller dans le village de Zobo. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Ou bien que quelqu'un quitte Zobo, le village de Zobo, pour aller dans la grosse agglomération de Godomain. Aujourd'hui, si tu es né dans le Cotonou d'aujourd'hui et tout, et qu'on te dit que Zobo c'était un village de pêcheurs, et d'ailleurs il y a une grosse confrontation militaire entre les Agodiers et voilà, et la Légion, le corps expéditionnaire français à Zobo. Vous voyez, donc quand on vous parle de Calavi, d'un point de vue historique, il faut faire très attention aux histoires de quotas, ceci. Il y a le vieux Calavi qui peut faire aussi l'objet de protection, de protection touristique et tout. Moi, par exemple, je me suis rendu compte du temps où je vivais à Calavi, qu'il y avait des endroits de Calavi où tu pouvais aller en pleine journée te perdre. Comme on le dit en fond, on peut te vendre. Parce que c'est l'ancien Calavi. Oui. Et c'est des Calavis. Et il y en reste encore. Et même à Godomé, il y a des endroits, quand vous y allez, vous sentez réellement que c'est... Des endroits qui semblent résister au lotissement. Voilà, que c'est comment toute modernité. Voilà, que c'est le nombril même. Voilà. Donc, mais vous savez, en Europe, j'ai visité parfois des cités comme ça en Europe, où tout est protégé. C'est-à-dire que même quand il y a la cité moderne et tout, il y a le cœur de la cité moderne, qui est une cité antique, mais protégée et tout, et qui est visitée à longueur de journée par exemple des touristes. Il y a très peu d'enfants de Calavi aujourd'hui qui vont à l'école et tout, qui connaissent le Calavi dont je parle. C'est vrai. Et je suis convaincu, je ne vous jette pas, c'est pas un défi que je vous lance, que vous n'en savez peut-être pas grand-chose. Non. Mais quand vous y allez,
vous aurez l'impression que vous n'êtes même pas à 10 minutes de Cotonou. Et c'est qu'à la vie. Mais c'est comme les villages lacus là, à Rwansori et tout. Parfois, il faut y aller. Bien à Zogbokwé, vous revenez en ayant le sentiment que vous revenez peut-être de 200 km. Il en est de même pour une contrée d'Akwakpa, le Kokoukouma. Non, même à comment on appelle le premier Cotonou, c'est-à-dire le Cotonou avant la Sonaec. C'est-à-dire le Cotonou entre la mer et la Sonaec, c'était ça Cotonou. Ah oui. Ça c'était le premier Cotonou. Combien parmi nous aujourd'hui peut circuler dans ce Cotonou et retrouver son chemin? Moi je me rappelle qu'il y a à peine 5 ans, je traînais par là et puis je vois une rue, une plaque hésitante, un peu défraîchie. Oh mais boulevard Général Dodds. Ça existe encore. Je ne sais pas si c'est déjà enlevé, mais en circulant dedans par curiosité, dans la sinuosité, parce que c'est par là que Cotonou a été créé. Le Cotonou moderne a évolué de là-bas et c'est progressivement que ça s'est étendu après la Sonaec. Et d'ailleurs, il y a une émission que j'ai suivie, un professeur d'histoire dont j'oublie le nom, mais qui a bien expliqué comment les Cotonou a évolué. Cotonou a évolué et que là où il y a l'église Notre-Dame actuellement, c'était un lieu de rassemblement d'esclaves. Vous voyez? Donc la traite clandestine se faisait à partir de là. En fait, je vais carrément laisser la dernière question pour vous dire que à la page 60 par exemple de Tata Adjatie, où nous avons je dirais l'équipement d'une Amazone, du Dahomey en campagne militaire. Je pense que rien qu'à suivre cette Amazone, on aurait fait une série de 10 ou 20 émissions. Merci Tibu Sadagbe, merci franchement à vous. Et j'aurais bien aimé que l'Amazone, la nôtre, de l'autre côté, porte toute cette artillerie. Hélas, c'est pas bien grave. votre mot de la fin. Oui, le mot de fin, c'est... Je vais rebondir sur votre question comme mot de fin. C'est pour dire que... oui, vous savez, ce qui a été fait à la place de l'Amazone, c'est une œuvre d'art. C'est vrai. C'est la différence, en fait. Donc, l'artiste peut décider de mettre l'accent sur quelque chose et de laisser les autres. Ici, c'est pas une œuvre d'art. Ici, c'est sur la base d'un témoignage historique écrit que le dessinateur et moi, nous avons planché et nous avons reproduit exactement. Quand une Amazone s'en va en guerre, comment est-ce qu'elle est habillée? Quelles sont les choses qu'elle porte? Le cataclé, c'est-à-dire le tabouret, la tabatière, l'étui à pipe, la natte et tout, parce que vous n'allez pas quand même croire que une Amazone qui quitte Abomey par exemple pour aller se battre à Beokuta, qui marche pendant 2 semaines, n'a pas de natte, n'a pas de nourriture, n'a pas de... Donc si vous regardez la statue de l'Amazone, à la place de l'Amazone, un soldat moderne, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Mais c'est un travail, comme je le dis encore, c'est une œuvre d'art. L'artiste a décidé d'opérer des choix sur ce qu'il veut montrer. Merci. Ce qu'il veut pas montrer. Merci franchement à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie de nous avoir fait cadeau d'un exemplaire de Tata Adjatie. Merci de nous convier à la lecture Tibu Sadagbe. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Tata Adjatie, une bande dessinée que je vais consommer et vous revenir bien évidemment. Merci beaucoup. Vous l'aurez, rassurez-vous, vous l'aurez. Merci d'avoir suivi ce numéro de Franc Parler, une mise en onde de Ghislain Agbangba. Job Tikpe était à la caméra. En direct, je suis Loris Freddy Davor. Retrouvez ce numéro de Franc Parler à 19h30 en nouvelle diffusion sur la 94.3 Radio Cotonou. Franc Parler